La collectivité de Martinique investit beaucoup moins qu'à l'époque du Conseil régional et du Conseil général, à l'exception de cette année où le budget non réalisé est de 382 millions d'euros. Quelle est votre analyse de la situation? D'abord, permettez-moi de saluer les téléspectateurs de votre télévision et tous ceux qui suivent cette émission. La situation, en effet, pour un pays qui connaît une crise, est un peu extraordinaire. Ça voudrait dire que nous avons renoncé à équiper ce pays, nous avons renoncé à investir ce qu'il faut investir pour donner de l'élan à ce pays. Si je me base sur les besoins de ma propre commune, le collège est dans une situation de délabrement. J'ai 3 ponts qui mènent vers le Vauquin sur des routes dites territoriales, ex-route nationale. Les 3 ponts sont accidentogènes et abîmés. On aurait pu imaginer, sur 5 ans, programmer des investissements. Ça n'a pas été fait. Et quand bien même sur ce plan-là, je dis que nous avons sur l'espace sud un retard considérable en matière de rattrapage sur des chemins et des routes dites ex-routes départementales qui auraient pu être tapées. C'est une situation qui est un peu ubiesque dans un pays en crise. Mais cela est logique par rapport à la dynamique politique de la CTM. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où les gens font de la réserve pour attendre la veille de l'élection, pour montrer qu'on n'a pas fait de déficit, pour montrer qu'on peut encore investir, et puis lancer des chantiers à la dernière minute, c'est cette pratique-là que nous avons toujours combattue et que nous combattons. Un pays comme le nôtre, qui est en crise économique, crise sociale, j'ai envie de dire crise culturelle, crise morale et presque crise sociétale, nous aurions dû avoir une autre dynamique. Les fonds disponibles auraient dû être investis massivement pour redonner confiance, redonner espoir. Évidemment, il y a eu la crise de Covid qui a freiné les choses. Mais si on n'avait pas de prévision, donc évidemment, cela fait qu'on fait des réserves. Et ce qui fait que, aujourd'hui, la collectivité territoriale qui est une puissance de frappe, un levier majeur pour lancer ce pays, eh bien, parce que, ayant récupéré les compétences de l'ex-conseil général, plus les compétences de l'ex-conseil régional, c'est un instrument extraordinaire de développement. Et ça, nous n'avons pas su utiliser cet instrument-là. Pourtant, tous ceux qui se retrouvent aujourd'hui à la collectivité territoriale de Martinique ont été, un temps soit peu, membres soit du département ou soit du conseil régional. Ça voudrait dire qu'ils connaissaient bien les besoins de ce pays. Et c'est pour cette raison qu'à titre personnel, j'ai une extrême réserve vis-à-vis des hommes politiques qui sont en place aujourd'hui au sein de la collectivité territoriale de Martinique. Le service de la préfecture s'est trompé dans la répartition de l'octroi de mer versé aux communes par des sommes plus importantes. Le président des maires, Justin Pamphile, a proposé d'étaler ce remboursement jusqu'en décembre 2021. Le préfet a accepté. Êtes-vous en accord sur cette proposition? Mais ce n'était pas ça la mission du président de l'association des maires. Ça, n'importe quel maire, n'importe quel individu pouvait négocier avec l'État. C'était pas ça. La contestation d'un certain nombre de maires, dont ma ville, celle de Ducos et éventuellement celle du François, c'était pas ça notre contestation. Dès le lendemain où nous avons reçu cette injonction de l'État de rembourser la somme, nous avons dit, ok, on peut rembourser. Mais le principe, ce n'est pas ça. C'est l'imputation sur l'exercice 2020 du remboursement. Ce qui fait qu'il va fragiliser tous les budgets d'exercice, tous les comptes d'exercice. Et c'est ça la réalité. La réalité, ce n'est pas le fait d'étaler le remboursement. Puisque si vous pouvez rembourser sur 12 mois, vous pouvez rembourser en une fois pour un certain nombre de communes. Ce n'était pas ça l'objectif pour nous. L'objectif, c'était de dire, n'imputez pas la charge sur 2020, imputez sur 2021. Puisque l'erreur, ce n'est pas nous qui avons commis cette erreur. Sur 2021, imputez sur 2020, nous avons demandé, pour être clair, que la charge ne soit pas imputée sur 2020, mais sur 2021, au moment où il demande de rembourser. Puisque nous avons tous finalisé à la date au 4 mars, nous avons finalisé toutes nos procédures internes de budget. Donc, ce qui déséquilibre l'organisation budgétaire qui est en place pour toutes les communes de Martinique. Et à ce jour, notre contestation, j'ai écrit à l'ensemble au président de l'association des maires pour lui dire que je ne suis pas d'accord avec la capitulation, en fait, des maires sous cette question-là. L'État ne peut pas nous induire à faire une faute
et ensuite continuer à nous enfermer dans la faute en nous disant qu'il faut rembourser en 2021 quelque chose qui nous a versé par erreur en 2020. Et que, tout évidemment, les communes ont utilisé les fonds. Donc, nous avons demandé, nous voulons rembourser, aucun problème. Il n'y a pas de problème de remboursement. Il y a un problème d'imputation de la charge. Nous disons que la charge doit être imputée sur 2021 et remboursement sur 2021 ou 2022. Ça ne nous gêne pas. Et nous avons même dit, d'accord, partageons la part en deux. Faisons imputer 50% sur 2020 et 50% sur 2021. Et nous commençons à rembourser en 2021. Nous n'avons pas été entendus. La contestation porte également sur la méthode. Alors, j'ai dit, je viens d'arriver dans le jeu, je ne vais pas être toujours celui qui conteste. Mais je considère que pour une question aussi importante pour les communes, il aurait été nécessaire que les autorités de l'État saisissent les maires par visioconférence, puisqu'on ne peut pas se réunir ensemble, pour nous dire, voilà, il y a un problème qui se pose, comment nous le réglons. Et de manière péremptoire et autoritaire, on nous a dit, voilà, vous remboursez. Le 4, on nous envoie une notification pour rembourser le 6. Je trouve ça pas normal. Ce n'est pas une manière de traiter les élus. Moi, je dis bien, je viens d'arriver, je ne sais pas si combien de temps je vais rester. Mais il faut quand même que dans la pratique, dans la relation entre les autorités de l'État sur le territoire et nous, les élus locaux, il y ait un meilleur dialogue. Voilà. Et je considère que c'est une capitulation imposée. Imposée. Les agglomérations prennent de plus en plus d'importance aujourd'hui. Monsieur le troisième vice-président de l'Espace Sud, quels sont les 3 dossiers qui vous tiennent le plus à cœur? Alors, il y a énormément de dossiers. Alors, en tant que maire de Rivière-Pilote et membre de cette communauté, j'ai posé un certain nombre d'exigences. La première exigence, c'était le règlement du problème du tout à l'égout à Rivière-Pilote. C'est une question d'assainissement. Depuis 10 ans, il y a un investissement de 8 millions d'euros qui ont été faits sur Rivière-Pilote pour relier le tout à l'égout de Rivière-Pilote à Sainte-Luce, et ce projet-là est mort. J'ai dit qu'il faut le régler. Avec le maire de Sainte-Luce, nous avons trouvé un accord pour évoluer, pour sortir de la situation conflictuelle, et nous attendons. L'Espace Sud a reconnu ses retards, a reconnu les difficultés, et donc nous avons fait une priorité de ce problème-là. La fin des travaux de rénovation du réseau d'assainissement de Sainte-Luce et le raccordement vers Sainte-Luce. Le drame, c'est que nous avons trouvé un problème à Rivière-Pilote sur le compresseur qui est installé à Rivière-Pilote à Rouchez-Zambie, Rouchez-Zacob pour parler correctement. Ce compresseur est en panne depuis 6 ans et personne n'est allé voir. Personne n'a vérifié. Il a fallu que nous mettions le pied dans le plat pour dire attention, il faut vérifier. Et c'est en vérifiant qu'on voit qu'il y a un problème. Donc il y a un contentieux nouveau qui naît. Moi, je sais que c'est une priorité. Mais l'autre priorité majeure, je l'ai dit, c'est une priorité concernant l'assainissement. Nous ne pouvons pas, en 2021, être dans l'inquiétude d'une pénurie d'eau sur le territoire à chaque petite crise, à chaque petite période de carême. Et le président en a fait pour lui aussi une priorité. Nous avons débattu les orientations budgétaires la semaine dernière et j'ai été bien content de constater que l'eau et l'assainissement constituent une priorité pour l'Espace Sud. Donc je considère que là aussi, il y a un travail parce que ce n'est pas normal que la Martinique, c'est un pays où il y a de l'eau et que notre pays, notre territoire en particulier, Rivière-Pilote, Sainte-Luce et une partie des hauteurs du Vauclin, nous soyons privés d'eau. Et je considère que là, il fallait agir et je suis bien heureux qu'on ait fait de cette question une priorité au niveau communautaire. L'autre dossier dont j'ai la charge, la question de l'insertion, de l'emploi, la formation, et nous avons alerté dernièrement au débat d'orientation budgétaire des exigences. Disons une vérité, s'il n'y avait pas une politique d'insertion qui était menée, s'il n'y avait pas une politique dynamique au niveau des missions locales menées, nous aurions une jeunesse en crise. Nous aurions du mal à supporter la pression de cette jeunesse. Et donc, laisse puis demander à ce que l'insertion ne soit pas traitée par la portion congrue, mais qu'elle ait une vraie place pour permettre au service de l'Espace Sud qui s'occupe de toutes les questions d'insertion d'avoir les moyens. Et donc j'espère avoir été entendu pour entendre la réponse du président. Je crois que c'est une question. Mais c'est une priorité pour moi, les questions d'emploi et d'insertion. Et c'est pour cette raison que je porte désormais, pour ma commune, mais aussi pour l'Espace Sud, la question de territoire zéro chômeur de longue durée, puisque vous savez que nous sommes dans une dynamique d'inscription de notre territoire dans le cadre du projet qui va venir, territoire zéro chômeur longue durée, pour être sélectionné. Nous déposerons notre dossier et voilà. Ce sont des priorités pour moi.
Dans le domaine d'insertion et de l'emploi, y a-t-il un domaine, un métier où vous mettez le plus l'accent? C'est-à-dire aujourd'hui, notre problème, c'est que nous avons une société où la dynamique socio-économique produit peu d'espace, peu d'emplois. Nous avons identifié un certain nombre de secteurs et nous l'avons dit. Tous les secteurs liés à l'aménagement et au développement du territoire, notamment le fleurissement. Nous disons territoire innovant et nous ne sommes pas fleuris. De Anse d'Arlay en dehors du François où il y a des fleurs, ben nous sommes en pénurie de fleurs. Donc je dis qu'il faut former des personnes sur les métiers de jardinier, paysagiste, aménagement, et ce qui va leur permettre d'abord de développer des compétences dans le cadre des ateliers chantiers d'insertion, y compris dans le cadre des actions menées par les entreprises à but d'emploi, et faire en sorte qu'ils développent des compétences, et sur l'ensemble du territoire, avoir de nouvelles personnes, de nouveaux acteurs, ayant des compétences en matière d'embellissement, d'aménagement, et pour créer une dynamique autour du fleurissement. Nous avons un autre chantier sur lequel j'ai posé des priorités, c'est notamment la couture de proximité. On demande à tous nos enfants d'avoir un uniforme et nous importons les uniformes, et j'ai des femmes qui savent coudre ici, j'ai des hommes qui font la couture et qui sont au chômage. Alors je dis, allons sanctuariser ce marché-là. Allons faire émerger un marché des uniformes scolaires pour les enfants des écoles primaires. Et dans ma commune, je suis prêt à prendre une disposition réglementaire pour imposer l'uniforme et que cet uniforme-là puisse être produit par une entreprise à but d'emploi sur le territoire du Sud. Il faut innover, mais il faut aller aussi garder là où il y a des marchés qui ne sont pas exploitables. Je trouve anormal que l'on impose à mes collégiens ou à mes lycéens un uniforme qui est produit dans des pays où on fait travailler les enfants. Alors que j'ai du chômage dans mon pays. J'ai des femmes qui savent coudre, j'ai des hommes qui savent coudre. Alors pourquoi ne pas créer des ateliers de couture? Peut-être une centrale de découpe et puis on fait coudre ailleurs. C'est ça que je mets sur la table. 4 millions d'excédents à la ville de Rivière-Pilote et ses 12 000 habitants. Un tel résultat comptable souligne normalement une ville avec peu de difficultés. Mais il me semble que ce n'est pas le cas. Qu'en pense monsieur le maire? Alors, je suis arrivé, j'ai été conseiller municipal longtemps, 2001 à 2008. J'ai dit, je n'ai pas une culture, je n'en fais pas la question de l'excédent pour une collectivité, un point de casus belli. Je considère avoir un budget équilibré, avoir de l'équilibre, c'est la bonne gestion. Quand on me dit qu'on a 4 millions d'excédents, c'est ça que je trouve. Que dans le même temps, ma mairie coule. Dans le même temps, je dois commander une place dans un hall de sport à Ducos, à Rivière-Salée ou au Marais. Que dans le même temps, les toilettes que j'utilise dans la mairie même ne comportent pas de compartiments séparés hommes-femmes. Que je n'ai pas un lavabo dans la mairie pour me laver les mains quand je sors des toilettes, est-ce que c'est la bonne gestion? Je ne sais pas. C'est ça ma réalité. Comprenez, lorsque je n'ai pas un CCAS, un bâtiment séparé de la mairie pour accueillir les usagers, les citoyens, est-ce qu'on peut parler de bonne gestion? Je préfère avoir un budget équilibré. Je dis bien, je préfère. Plutôt que d'aller pérorer partout, j'ai de l'excédent et que ma commune soit dans le dénuement. J'ai un terrain de basket qui est à côté. J'ai une belle équipe de basket à Rivière-Pilote. Il y a des compétitions de bon niveau. Et puis il suffit qu'il y ait 2 gouttes de pluie, le match est fini. C'est ça que j'ai à Rivière-Pilote. Alors je veux bien qu'on tienne des discours sur les excédents, mais je sais bien, et je le dis honnêtement, je préfère aujourd'hui, je le dis vraiment, je préfère qu'il n'y ait pas d'excédent, mais qu'il y ait un budget équilibré et que les citoyens aient satisfaction. Désolé. C'est ça la réalité. Si vous n'êtes pas dans une logique d'équilibre, je préfère équilibre. Une collectivité n'a pas à faire de bénéfices, doit pas le faire. Elle doit rechercher en permanence l'équilibre. Mais dans le contexte actuel, voilà évidemment une ville qui n'a pas de ressources externes. Notre budget, c'est un budget type, comme toutes les autres communes. Nous n'avons pas trop de ressources externes. Octroi de mer, un peu d'impôts locaux et tout ce que donne, c'est l'État. Je n'ai pas de recettes complémentaires. Bien sûr, il faut être prudent. Ma règle, c'est la prudence. Ma règle, c'est l'équilibre. Ma règle, c'est l'équilibre. Donc, je suis obligé de faire ça. Donc, tout simplement, il faut essayer, je dis bien essayer, de ne pas poser les problèmes en termes d'excédent, mais considérer quels sont les équipements que l'on a laissés pour sa commune. C'est ça. Quand je regarde bien aujourd'hui, j'ai 2 écoles à reconstruire. J'ai une mairie peut-être à reconstruire. C'est ça la réalité. Vous voyez? Donc, en termes de recherche, en termes de démarche,
tout ce qu'on peut poser, c'est de dire recherchons d'abord l'équilibre. Ne faisons pas d'excès, restons prudents. Voilà. Tous ceux qui vous disent, ah oui, il ne faut pas investir. C'est le cas que nous avons aujourd'hui avec la collectivité territoriale. On n'investit pas en amont. On va investir quelques actions à la veille des élections. Pour dire on a laissé excédent. J'ai dit que cet argent, je l'ai trouvé là. Je vais le laisser là en partant. C'est ma démarche. Tout ce que je fais, je cherche du cofinancement. Vous comprenez? Et je peux déjà dire que nous avons fait une opération pour acheter un immeuble, pour installer notre CCAS. Je veux le financer, ou je le finance qu'à 10% pour la ville. C'est un enrichissement aussi pour la ville. Un enrichissement aussi pour la ville. Je dis bien, nous changeons des pas. Chaque fois que l'on va donner 1 euro pour une ville d'à côté, pour un projet qui est similaire à un projet apporté par Rivière Pilote, je veux ce même euro. On va chercher partout les sources de financement possibles pour la ville de Rivière Pilote. Et c'est ce que nous faisons. Avez-vous quelque chose à rajouter? Je dis bien à la population et à ceux qui m'écoutent. Nous sommes en 2021 et il y a des priorités. Nous sommes un pays confronté, miné par une situation sociale grave. Contrairement à ce que l'on pense, nous avons beaucoup de souffrance, beaucoup de pauvreté dans notre pays. Le travail que je veux mener ici pour ce pays et dans ce pays, c'est qu'on puisse, un temps soit peu, réserver une part de fonds pour aider les familles. De la même manière qu'on met 3 millions d'euros pour financer une compagnie aérienne qui ne nous rapporte rien, qui fait du bénéfice sur le dos des Martiniquais, je veux qu'on réserve 3 millions d'euros pour aider les Martiniquais à améliorer leur résidence et leur maison, notamment nos aînés qui n'ont pas une bonne retraite. Quand ils font une demande d'aménagement, de rénovation de leur maison, on leur demande d'apporter 10% et ils n'ont pas ces 10%. Je veux qu'on sanctuarise une somme au niveau martiniquais pour aider ces personnes. Je veux qu'on soit un peu plus proche des Martiniquais dans l'action publique. Je ne sais pas combien de temps il me reste à vivre, je ne sais pas combien de temps je fais de la politique. Tout ce que je sais, c'est que pendant que je suis aux affaires, les idées qui sont les miennes, d'humanisme politique, d'humanisme social, d'action de proximité pour les citoyens, je veux le faire et j'invite tous ceux qui ont envie d'agir avec nous, de venir travailler avec nous. J'ai le cœur ouvert, je travaille avec tout le monde, sans considération partisane.